Tu as dit qu'ils étaient combien? C'est parce que... Bonjour tout le monde! Alors, la moitié des participants sont connectés, donc on va commencer le webinaire. Donc, bienvenue à ce webinaire d'information sur la Bourse Plus Montréal Inc., qui dans le fond va vous servir, va vous permettre de comprendre le processus de sélection pour obtenir la bourse et les services de la Fondation Montréal Inc. Donc, moi, je me présente, je suis Stéphanie Schwanen, agente en communication et aux activités de la Fondation Montréal Inc. Je vais être en présence aujourd'hui de Mme Nawal Anani, directrice adjointe à la Fondation Montréal Inc. et M. Denis Karegeya, coordonnateur en entrepreneuriat de la Fondation Montréal Inc. Je vous explique succinctement le déroulement. Je vais effectuer la facilitation de la discussion et des périodes de questions qui va se dérouler à la fin. Et dans le fond, Nawal et Denis vont effectuer la présentation. Donc, je vais vous les inviter tout de suite à se joindre à moi. Merci Stéphanie. Avec plaisir. Donc, moi, je vais être hors champ durant la discussion. Nawal et Denis seront ceux que vous verrez sur caméra. En tout temps, via le chat, vous pouvez poser vos questions. Et ensuite, la période de questions va se dérouler à la fin. Donc, on va effectuer la présentation en entier et on prend les questions à la fin. Donc, bon webinaire. Merci. Donc, bienvenue à tous. On va commencer effectivement la présentation. Donc, pour vous donner une idée des éléments qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je vais juste demander à Stéphanie de nous donner un coup de main pour passer à la prochaine diapo. Alors voilà, en fait, la présentation d'aujourd'hui va se dérouler en trois grandes parties, si je peux dire. Donc la première, on va vous présenter la fondation, notre offre de service
et vous donner aussi une idée des entreprises qu'on soutient. Souvent, les entrepreneurs sont curieux de savoir quel genre d'entreprise qu'on soutient, quel type de secteur d'activité. La deuxième partie va porter sur les critères d'admissibilité, les critères de sélection et comment soumettre une candidature à la Fondation pour une bourse plus. On va vous donner également dans cette deuxième partie quelques suggestions, donc des éléments que vous pouvez prendre en considération dans la préparation de votre plan d'affaires et donc vous donner, en fait, maximiser vos chances d'obtention de la bourse. Et finalement, on va terminer avec une période de questions. Donc, comme Stéphanie proposait, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et on va les prendre vers la fin de notre présentation. Alors, la Fondation Montréal Inc., ce n'est pas seulement une bourse, c'est une panoplie de services qui vous sont aussi offerts en tant que lauréat et promoteur à la carte, donc d'où le nom Bourse Plus. Donc, c'est toute une panoplie de services dont on fait part aux entrepreneurs. Alors, j'aimerais juste préciser que le processus quand même de sélection à la Fondation est assez sélectif. Donc, en général, ou en moyenne, on parle de 20% des candidats qui vont être retenus pour une bourse et les services à la Fondation. Donc, si jamais vous vous posez cette question-là, puis on pourra y revenir plus tard. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Denis pour nous présenter la Fondation. Oui, merci, Nawal. La Fondation, c'est 20 ans. 20 ans de financement et puis de support aux jeunes entrepreneurs montréalais, porteurs des dossiers, des projets innovants et créateurs d'emplois. Les mots innovants et créateurs d'emplois sont très importants. On va y revenir tout au long de la présentation. Et nous sommes soutenus par le secteur privé. Les fonds proviennent du secteur privé. Le conseil d'administration de la Fondation est constitué de personnalités qui proviennent du secteur privé. Nos bénévoles, 400 bénévoles, proviennent du secteur privé. Donc, nous sommes vraiment ancrés dans le secteur privé. Nous sommes aussi une équipe de 10 personnes à votre service. Vous avez déjà vu 3 d'entre eux. Et puis, nos collègues sont très dédiés au développement d'entreprises à Montréal. Donc, on parle également d'un réseau de 400 bénévoles d'affaires qui sont au service des lauréats et des promoteurs dès qu'ils sont admis à la Fondation. Et on parle depuis l'existence de la Fondation d'un investissement de 7,7 millions dans 925 entreprises à ce jour. Donc, quelle offre qu'on met à disposition de nos lauréats? Alors, on parle d'une bourse, effectivement, entre 5 000 à 30 000 par projet, pour un total, un budget annuel de 700 000 $. Donc, on n'a aucune prise de participation dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment la réussite de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de bien sélectionner les dossiers qu'on reçoit. On investit à hauteur de 25% des coûts du projet de la première année. Alors, tous nos services, en fait, dès que vous y avez accès, sont gratuits et on parle, en fait, de services à la carte. Donc, ça, c'est une offre aussi unique qu'on a à la Fondation. C'est dans la mesure où vous n'êtes pas, vous ne participez pas à un programme d'une semaine, de 12 semaines ou autre. C'est vraiment, les services sont offerts à la carte selon vos besoins, à votre rythme et selon vos besoins. Aussi, on met en fait à votre disposition notre communauté d'affaires. Donc, comme Denis précisait, on est financé à 80% par des dons d'entreprises privées, ce qui met à notre disposition et à votre disposition un réseau, un très large réseau d'entreprises montréalaises privées qui vous aident autant en termes d'accompagnement, donc du coaching, service conseil ou autre, mais aussi avoir de la visibilité
par le biais de nos événements qu'on organise et dans lesquels on invite vraiment notre réseau précieux de bénévoles et de donateurs. Donc voilà, ça c'est aussi, on vous met à votre disposition cette visibilité via les événements et via nos médias, autant que ce soit les médias sociaux que nos contacts auprès des médias montréalais. Donc, je laisse maintenant Denis nous parler davantage des différents services que je mentionnais, des services à la carte. Donc, Denis, on parle de lauréats, on parle de promoteurs. Donc, si tu peux nous expliquer de quoi on parle justement quand on parle de services qu'on offre aux lauréats et des services qu'on offre aux promoteurs. Là, pour les lauréats, on parle même de l'essence de la bourse plus. Ce n'est pas juste de l'argent. Je pense que, est-ce que vous... Ah oui, je pense que oui. On parle de bourse plus qui est du financement sous forme de bourse. Tu en as parlé un peu. Et puis, des services conseil, coaching, référencement et des formations. Et j'insiste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est des formations vraiment ciblées selon les besoins des lauréats. Ils viennent avec des besoins et puis on les aide individuellement avec des coachs experts qui proviennent, comme on a dit tout à l'heure, du milieu d'affaires. Les gens de la zone, c'est important de le dire, ils obtiennent également pratiquement tous les services qui sont dédiés aux lauréats, du conseil, donc du coaching. Et l'idée avec les promoteurs de la zone, c'est de les aider à enrichir leur projet parce qu'on pense que c'est des gens qui ont du mérite, mais qui ont besoin de peaufiner davantage leur projet avant de le soumettre pour la prochaine ronde d'évaluation. Donc, c'est pratiquement tous les services, disons, à l'exception du référencement et puis naturellement de la bourse. Exactement. Donc, souvent, les entrepreneurs, quand ils appellent pour avoir des informations, ils nous demandent c'est quoi la différence entre lauréat et promoteur. Donc, on veut juste repréciser que promoteur, c'est des entreprises qui ont accès quand même à nos services pendant 12 mois, comme tu mentionnais, sans avoir accès à la bourse. Mais c'est des entreprises qu'on voit, ils ont un fort potentiel de croissance. Ils ont encore besoin, par exemple, de valider le marché. Donc, on leur donne accès à notre réseau de bénévoles. Donc, ils peuvent venir rencontrer des coachs pendant 12 mois à la carte aussi, assister à nos formations en atelier pour mieux peaufiner leur projet et revenir devant le comité d'évaluation une deuxième fois. Absolument. Il faut noter à l'intention des gens qui nous écoutent que les promoteurs de la zone, tu ne peux pas appliquer pour la zone. C'est la fondation, après le processus d'évaluation, qui décide que une catégorie d'entrepreneurs méritants mérite d'avoir des conseils de la fondation pour pouvoir, encore une fois, peaufiner le projet puis avoir une chance de le déployer. Donc, dans les deux cas, c'est quand même très sélectif. Ouais. Et puis, c'est un accès privilégié qu'on donne au Montréal. Absolument. Donc, alors, tout à l'heure, je précisais que des entrepreneurs, quand ils nous appellent, ils nous posent la question souvent, la fondation, elle investit dans quel type d'entreprise? Est-ce qu'on est présent dans différents secteurs d'activité? Est-ce qu'on est plus technologique? Donc ici, on vous donne un aperçu des différentes entreprises qu'on accompagne en tant que lauréat. Donc vous pouvez voir déjà, il y a peut-être quelques noms que vous connaissez déjà, qui ont une certaine notoriété. Et vous pouvez remarquer quand même que la fondation intervient auprès de plusieurs secteurs d'activité. Donc, si je prends quelques exemples, 1642 Soda, donc c'est dans l'agroalimentaire que vous connaissez sûrement, et Artifact 5, qui sont en plus un studio de vidéo. Caboma, on parle plus d'un logiciel de développement sur mesure pour des produits d'orthèse. Poche et Fils, qui est plus dans la mode. Share the Bass, qui est dans le transport. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée des différentes entreprises qu'on accompagne depuis plusieurs années, d'autres qui sont accompagnées par la Fondation tout récemment. Donc, on est très multisectoriel, comme vous pouvez le voir. Le seul critère étant l'innovation. S'il y a vraiment un projet qui est innovant, qui est en potentiel de croissance, vous avez des chances d'obtenir le soutien de la Fondation Montréal. Tout à fait. Donc là, justement, tu fais une belle transition, Denis, vers la prochaine
partie de la présentation où on va parler des critères d'admissibilité, puis aussi tu vas nous présenter un peu les critères d'exclusion. Absolument. Pour les entrepreneurs et pour les projets d'entreprise, donc ces critères s'appliquent aux deux catégories. Vous voyez sur le tableau, c'est clair d'après moi. Donc l'âge, 18 à 35 ans, inclusivement, autrement dit, à 36 ans moins un jour, excusez-moi, être à temps plein dans son entreprise. Pour nous, c'est aussi une marque d'engagement pour vous. Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir un certificat de sélection du Québec. Ça, c'est pour les gens qui sont en processus de demande de résidence permanente qui n'ont pas encore. Mais cependant, notez que pour obtenir votre bourse, une fois que si vous l'avez, il va falloir avoir une carte de résidence permanente. Et puis, la résidence à Montréal, c'est important. Et puis, l'entrepreneur doit détenir au moins 50%. Ça, c'est deux catégories sont possibles. Donc, si vous êtes propriétaire unique, donc il va y avoir 50-100%. Mais si vous êtes associé avec d'autres entrepreneurs qui ne sont pas éligibles, selon les critères qu'on vient de mentionner, il faut que la personne qui est éligible ou les personnes qui sont éligibles détiennent 50% au moins de l'entreprise ou la majorité de l'entreprise. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Pour les projets d'entreprise, il faut être à but lucratif, absolument, avoir son siège à Montréal. Je parle de bureau d'affaires, mais aussi de siège social. Et puis être en phase de commercialisation. Il faut ici préciser que nous avons une fenêtre de 12 mois en amont et une fenêtre de 12 mois en aval. Je m'explique rapidement. Si vous avez déjà commencé à vendre, il faudrait que vous ayez dépassé 12 mois au moment où vous demandez la bourse. Ne pas dépasser 12 mois, ça c'est clair. Ne pas dépasser 12 mois. Mais si vous n'avez pas encore commencé à vendre, il ne faudrait pas que vous ayez un horizon plus de 12 mois avant de commencer la vente. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, que vous pensez que vous allez vendre dans 15 mois, dans ce cas, il serait mieux d'attendre la prochaine vente. Ça, c'est une suggestion. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est tous les secteurs d'activité qui sont considérés pour autant que vous pensez qu'il y a de l'innovation là-dedans. Exactement. Donc, là, on va regarder justement tout à l'heure quels sont les critères sur lesquels on se base pour choisir des projets. Ouais. Maintenant, on va parler plus, Denis, des critères d'exclusion. Alors, voilà, ça m'a... Oui, encore une fois, pour les entrepreneurs, pour les projets d'entreprise. OK. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est plutôt, il n'y en a pas beaucoup, c'est travailleur autonome, naturellement, et puis étudiant à temps plein. Je dis naturellement parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'on privilégie vraiment les projets créateurs d'entreprise et par définition, les travailleurs autonomes créent leur propre entreprise. Donc, on ne crée pas beaucoup d'emplois. Étudiant à temps plein au moment de démarrage d'entreprise aussi, à ce moment-là, autant attendre. Mais quand on parle à temps plein, si vous avez un cours à finaliser ou 2 cours à finaliser à ce moment-là, vous pourriez considérer faire une demande ou alors nous parler pour avoir plus de précision. Pour les projets d'entreprise exclus, on parle ici de projets à but non lucratif, naturellement. Les projets à controverse, comme les projets à caractère sexuel, religieux ou politique, les bars et discothèques ici, on parle beaucoup de projets qui tirent le plus de leurs ressources dans la vente d'alcool. Les projets étudiants, c'est des projets qui ne débouchent pas à des projets d'entreprise. Les projets de recherche et développement qui ne débouchent pas à des produits commercialisables. Et puis, les projets qui ont été refusés à la Fondation, on n'analyse pas une deuxième fois des projets. Si une fois refusé, vous n'avez pas de chance de revenir avec le même projet. Cependant, vous pouvez revenir avec un projet qui est différent, qui n'est pas du même secteur que celui que vous avez présenté. Okay. D'accord, merci Denis. Alors, maintenant, on va parler plus des critères de sélection. Donc, on vient de voir les critères d'admissibilité pour pouvoir déposer une demande, pour pouvoir soumettre une candidature. Maintenant, on va regarder plus les critères de sélection sur lesquels on se base pour analyser et présélectionner des dossiers. Alors, on parle,
on parle de 5 critères principalement. Le premier, c'est l'innovation. Denis l'a mentionné. Donc, l'innovation, on parle d'un avantage concurrentiel important. On parle de l'innovation en termes de produits, mais ça peut être en termes de processus de production, en termes de processus de distribution, de segmentation de clientèle. Donc, l'innovation est un élément très important que le projet démontre qu'il répond clairement à un besoin sur le marché et qu'il amène une solution innovatrice. Ça, c'est le premier critère. La capacité de démontrer que le projet a une capacité d'être rentable, bien évidemment. Donc, si on se lance en affaires, on veut que ça marche. Donc, de démontrer que le projet va être rentable et qu'il a un potentiel de créer de l'emploi. Au niveau des créations d'emplois, on parle de 3 emplois à temps plein dans les 24 prochains mois, donc incluant ceux des fondateurs. Donc, si vous êtes déjà 2, admettons, à temps plein comme entrepreneur, c'est considéré déjà dans les 3 emplois dont on vient de parler. La capacité entrepreneuriale donc, de l'équipe, donc ça c'est effectivement, on regarde le projet, mais on regarde également l'équipe. Quel est le profil de l'équipe entrepreneuriale qui porte le projet? Quelle est son expérience en lien avec le projet? Quel est son parcours? Mais également l'entourage. Donc, ce n'est pas uniquement axé sur l'équipe. On va regarder également si l'équipe est bien entourée. Est-ce que vous avez des conseillers autour de vous? Vous avez un mentor? Est-ce que vous avez des investisseurs? Quel est le milieu? Dans quel milieu vous évoluez? Puis est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes bien accompagné dans ce processus? Et finalement, le potentiel de rayonnement et d'impact que le projet peut amener pour Montréal, que ce soit ici ou à l'international. Donc ici, on parle de, ça peut être les retombées économiques que le projet amène à Montréal, ici ou à l'étranger. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les 5 critères principaux sur lesquels on va se baser pour choisir les projets. Donc, maintenant. Moi, je dirais c'est des indications assez intéressantes pour les gens qui préparent les plans d'affaires ou les présentations, de mettre l'accent sur ces critères. Absolument. Et on va revenir un petit peu plus loin, Denis, exactement sur les différents éléments qu'on peut intégrer dans le plan d'affaires. Alors, maintenant, il y a des documents qu'on va vous demander à joindre à la soumission. Donc, je laisserai Denis nous présenter les différents documents. Un plan d'affaires, c'est un prérequis. Je sais qu'il y a des gens qui ont des pitch decks aussi pour présenter à d'autres places. Vous pouvez les rejoindre à votre plan d'affaires. Donc, si vous avez un pitch deck, n'hésitez pas à le mettre là-dedans. Vos CV de l'équipe, là, je parle de l'équipe admissibles et non admissibles, donc les gens qui sont autour de vous. Moi, je dirais aussi, si vous avez des mentors qui sont avec vous, à ce moment-là, je sais que c'est difficile d'aller chercher des CV de ces gens-là, mais un peu un descriptif de leur expérience, parce que sont parfois considérés comme l'équipe entrepreneuriale dans la mesure où, au démarrage, vous avez besoin de leur conseil. Le sommaire financier, c'est un document qu'il faut télécharger. Si vous avez des gens qui sont déjà allés sur le site de la Fondation, ont déjà vu que c'est un document qu'il faut télécharger et remplir. C'est un document important parce que c'est le sommaire qui va nous montrer et la rentabilité de votre entreprise, mais aussi comment votre entreprise est financée. Donc, remplir les états financiers, c'est les états normaux, c'est le prévisionnel de l'état de résultat, c'est le prévisionnel du bilan et puis le budget de caisse que les autres appellent aussi cash flow. Sur 3 ans, le cash flow sur 3 ans, il faut le remplir mensuellement. Et puis le bilan personnel pour chaque fondateur admissible, c'est pour chaque fondateur admissible, ça, je dis les gens qui ne sont pas admissibles n'ont pas besoin d'ajouter le bilan personnel. Et puis si vous avez des annexes, je sais que dans certains cas, vous avez fait des études de marché puis qui ont un volume important, donc mettez-les à l'annexe ou toute autre image produit, du produit ou du service que vous pouvez penser que c'est très important pour que les gens qui vous évaluent le projet puissent avoir une idée de ce que vous faites.
Super. Donc, j'aimerais juste préciser que en ligne, sur le site de la Fondation, vous avez un gabarit autant pour le sommaire financier que pour le bilan financier. Et vous avez également un document qu'on a joint au plan d'affaires qui résume les différentes parties ou les différents éléments qu'on vous suggère d'intégrer dans votre plan d'affaires. Par rapport au plan d'affaires, tu mentionnais, Denis, les annexes, donc on peut rajouter des éléments complémentaires. Alors, on vous suggère en fait de simplifier ou d'alléger le plan d'affaires. On parle de maximum entre 30 à 50 pages d'un plan d'affaires. Donc, au-delà, ça devient vraiment très lourd à lire. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère de mettre, par exemple, un détail de l'étude de marché ou, par exemple, si vous avez un portfolio que vous voulez nous montrer, vous pouvez, ces éléments-là, les mettre plus en annexe, des statistiques complémentaires à votre étude de marché également en annexe. Et de garder vraiment l'essentiel sur 30 à 50 pages maximum dans le plan d'affaires. Également, juste deux petits conseils par rapport au plan d'affaires. Donc, on vous suggère de rester cohérent dans le partage des données que vous faites dans le plan d'affaires. Donc, si vous avez donné, par exemple, quelques chiffres que vous aimeriez réaliser en termes de chiffre d'affaires, par exemple, dans le sommaire exécutif, ben, veuillez faire en sorte que cette donnée-là, du chiffre d'affaires que vous aimeriez réaliser, soit pareil tout au long du document jusqu'aux vos états financiers prévisionnels. Donc, la cohérence est très, très importante tout au long du document. Et puis, d'éviter des répétitions. Donc, soyez le plus concis possible tout au long du document pour que ça soit le plus clair possible pour nous tous. Le plan d'affaires, les pages que tu as suggérées, c'est des suggestions. L'essentiel, c'est vraiment d'être concis, précis, puis d'être cohérent. Si vous en avez 25 que vous pensez qu'ils répondent à ce critère, absolument. c'est aussi une bonne idée de le permettre. On va le recevoir quand même. Ouais. Tout à fait. Donc, et puis pour plus de détails, donc, on vous invite à aller sur le site de la Fondation, montrealinc.ca. Dans la section bourse, vous allez pouvoir avoir vraiment tout le détail de tout ce qu'on vient de nommer avec les pièces jointes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour les remplir avant de soumettre votre candidature en ligne. Alors, donc, on vient de parler des documents à joindre quand vous faites une demande à la Fondation. Maintenant, aussi, c'est la dernière partie sur le plan d'affaires, où on veut plutôt vous suggérer des éléments à insérer dans votre plan d'affaires. Il s'agit de suggestions, bien évidemment. Nous, on va porter notre analyse sur les éléments suivants. Donc, il y a à peu près, je vous dirais, 5 parties qu'on va mesurer. La première, ça touche le besoin et la solution. Donc, bien évidemment, on a besoin rapidement de voir dans votre document à quel besoin, à quelle problématique sur le marché vous répondez, comment vous l'avez identifié. Donc, ça, souvent, on voit, Denis, dans les documents qu'on reçoit, c'est un élément qui manque. Donc, il faut qu'on pose souvent des questions à l'entrepreneur. Quelle est la problématique que tu as identifiée, quel besoin. Donc, on vous suggère vraiment d'y penser pendant votre rédaction du plan d'affaires et puis de faire ressortir cet élément-là clairement et avec la solution que vous apportez. Donc, problématique, solution. Et le valider. C'est important de valider le besoin parce que ça peut être un besoin que vous ressentez qui existe dans le marché, mais si vous ne le validez pas auprès de la clientèle potentielle à ce moment-là, je pense que ça reste un besoin qui est intéressant, mais qui n'est pas commercialisable. C'est important de le valider. Tout à fait, exactement. Puis c'est là qu'on parle de la deuxième partie qui porte sur l'étude de marché. Donc, on parle de l'analyse de marché macro, mais aussi micro. Donc, on veut, oui, avoir une idée sur les tendances, qu'est-ce qui se passe dans votre secteur d'activité d'une façon générale, quels sont les différents acteurs, etc. Mais également, on veut avoir un peu plus d'informations sur la partie micro. Quel segment, par exemple, de clients que vous ciblez, puis pourquoi eux? Et justement, ce que Denis précise, avez-vous validé? Quelle est la démarche que vous avez préconisée pour valider le besoin et la solution que vous apportez à ce marché-là?
On veut savoir combien avez-vous fait un sondage, avez-vous fait des focus group, auprès de combien, est-ce qu'on parle d'un B2B, est-ce qu'on parle de B2C, de qui s'agit-il? Donc, soyez amenés un peu plus d'informations à ce sujet et puis une information terrain. C'est vraiment ça qu'on préfère voir, c'est est-ce que vous avez fait des démarches auprès de ces clients-là pour valider votre marché. Bien évidemment, toujours dans la partie étude de marché, on parle de l'analyse de la concurrence. Donc, autant la concurrence directe et indirecte qui vient répondre à ce besoin-là. Et le but, c'est de pouvoir identifier votre avantage concurrentiel suite à cette analyse de la concurrence, comment vous vous positionnez sur le marché face à ces concurrents-là. Donc, on est curieux de voir comment vous percevez, quelle est la valeur ajoutée que vous aimeriez apporter sur le marché et est-ce qu'elle est encore là validée, perçue par vos clients. Le dernier élément dans l'étude de marché, c'est les cibles. Quel segment de clients vous voulez cibler? Pourquoi? Je parlais tout à l'heure de B2B ou de B2C. Donc, voilà, donc c'est vraiment, puis on ne veut pas avoir un profil des clients que vous aimeriez identifier. Pour revenir à la concurrence, la réponse comme quoi il n'y a pas de concurrent pour votre produit n'est pas acceptable. C'est une blague, bien sûr, mais il y a toujours une concurrence pour votre entreprise. Exactement. Même quand on parle justement de concurrents directs, indirects, on peut des fois ne pas avoir des concurrents directs, mais avoir des concurrents indirects qui répondent à la même problématique. Donc là, ça serait aussi intéressant de faire cette distinction. Peut-être que le concurrent n'offre pas la même solution de la même façon que vous pour la même clientèle ou sur le même secteur d'activité, le même secteur géographique, mais peut-être qu'il répond à cette problématique-là d'une façon différente. Donc, la troisième partie des suggestions ou des éléments qu'on va regarder dans un plan d'affaires, c'est la stratégie de commercialisation. Donc, on a bien identifié maintenant la problématique, on amène une solution, on a identifié notre marché cible, on l'a validé. Maintenant, comment on compte aller rejoindre cette clientèle-là? Comment on compte parler de notre produit et surtout vendre à ces segments de clients-là. Donc, ça, c'est une partie qui est primordiale, la stratégie de mise en marché. Donc, on aimerait aussi voir cette partie-là d'une façon claire, par segment de clients. Quelles sont les actions que vous comptez mettre de l'avant pour rejoindre les clients? Et ce que ça coûte. On sait que vous partez avec peu de moyens, il faut être créatif, il faut utiliser les nouveaux médias, mais ça coûte en fin de compte, ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. Il faut mettre tout ça, que ce soit clair pour le lecteur de votre plan d'affaires. Tout à fait, que ce soit en lien avec les prévisions financières. Oui, les modèles de revenus, ça concerne qui va payer et comment payer. Est-ce que c'est le client qui va payer directement? Est-ce qu'il va payer mensuellement? Est-ce qu'il va payer en prix unique? Il faut que ça soit clair aussi dans votre plan d'affaires pour qu'on puisse réaliser. C'est en fait un indicateur à la fin qui va être utilisé pour vos prévisions financières, alors qu'il faut que ce soit clair aussi. Tout à fait. Donc là, on parle justement de la partie financière. Donc, autant le modèle de revenu, le besoin en financement. Ça, c'est très important qu'on mentionne cette partie-là. Quand vous faites une demande de bourse à la fondation, oui, vous faites une demande pour X montant pour répondre à tel besoin, mais également, c'est important de préciser vos besoins en termes de financement pour l'année. Donc, on parle de, voilà, je veux démarrer cette entreprise, je prévois que ça va me coûter tant et je compte aller chercher telle ressource auprès de la fondation, mais aussi auprès de d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds. Donc, ça, c'est une partie très importante, d'ailleurs, que vous allez pouvoir mentionner dans le sommaire financier dont Denis vous a parlé il y a quelques minutes. Donc, c'est très important sur une année de mettre autant vos besoins financiers auprès de la fondation que ceux auxquels vous allez faire les demandes ailleurs. Et finalement, pour la partie financière, c'est une copie de vos états financiers prévisionnels sur 3 ans pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution, les prévisions des ventes, des coûts. Bien évidemment, c'est des prévisions. Donc, c'est pour donner une direction. C'est quelle direction que vous voulez donner à votre entreprise? Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre les 3 prochaines années en termes de vente?
Et la cinquième partie, la dernière qu'on regarde également, c'est l'équipe et votre entourage. Donc, on a déjà mentionné ça. Donc, le profil, de nous décrire le profil de chaque partie prenante de l'équipe. Donc, on parle autant des cofondateurs en lien avec le projet, donc votre expérience, votre formation en lien avec le projet, mais également votre entourage, on en a déjà parlé, donc conseiller, mentor, etc., de nous mentionner de qui il s'agit. Le dernier point à ne pas négliger, c'est de nous mettre de mettre à jour les résultats de votre entreprise. Donc, si vous êtes, on est conscient qu'au démarrage, il se peut qu'on soit en mode sollicitation de bourse ou de prêt ailleurs, dans différents endroits. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est au moment de soumettre la candidature à la fondation, de nous mettre de mettre à jour vos résultats en termes de vente, en termes d'évolution du marché, en termes d'évolution de l'équipe, s'il y a des changements qui ont eu lieu, de nous mettre au courant de tout ça parce que c'est des informations qui sont importantes et qu'on va considérer dans l'analyse du dossier. Si tu permets, je vais revenir aux états financiers. Oui, si on comprend que certains entrepreneurs ne sont pas familiers avec ces états financiers, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas certain de ce qu'on dit ici quand on parle de bilan prévisionnel, de cash flow, de demander à votre entourage de vérifier si ce que vous avez fait correspond à ce qu'on demande, parce qu'il y a des formats standards, vérifier que vous soumettez des documents, parce qu'en fin de compte, vous allez d'abord être jugé sur la présentation de vos documents, donc assurez-vous que vous présentez les documents selon les standards. Et puis aussi, on peut suggérer de nous joindre directement pour, si jamais vous avez des questions sur les éléments qu'on vient de mentionner. On est accessible, on est facilement joignable, donc on va vous laisser nos coordonnées justement à la fin de la présentation si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite. Alors, Denis, maintenant tu nous présenteras quand soumettre une candidature à la Fondation. Mais c'est pratiquement comme à l'année longue, mais retenez qu'on a 4 dates de soumission du projet, 4 rondes de sélection par année. Il y en a une qui vient de se terminer, qui avait commencé le 3 février. Il y a le deuxième a commencé le 12 mai. Et le 12 avril, excusez-moi, 12 avril qui va clôturer le 12 mai. C'est la période où on va recevoir vos demandes. Donc, le 12 mai, on va clôturer cette date. On va commencer à ce moment-là l'analyse des dossiers. Il y en a 2 autres qui s'en viennent en août, surveiller les dates, puis en novembre aussi. Et ça, c'est une bonne chose dans la mesure où, en voyant les prochaines rondes, ça vous permet aussi de vous programmer, de dire, écoutez, peut-être si je ne présente pas en mai, je pourrais présenter en août ou en novembre. Tout à fait. Puis ça, c'est une nouveauté à la Fondation. À partir de cette année, on offre 4 rondes de sélection au lieu de 2. Donc là, ça vous permet, vous, en tant qu'entrepreneur, d'avoir plus de chances dans l'année de déposer. Et puis, en les sachant à l'avance, vous pouvez vous préparer. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux si jamais vous voyez à partir d'aujourd'hui que vous n'êtes pas prêt à soumettre votre candidature pour cette cohorte-là, pour avoir les dates, la date du mois d'août et du mois de novembre. On va les annoncer les prochaines semaines. Alors maintenant, on va vous expliquer comment soumettre votre candidature. Alors c'est très simple. Premièrement, tout est en fait affiché sur notre site web. Donc vous permettre vraiment de le faire dans le confort de chez vous, puis à votre rythme, à l'heure qui vous convient. Vous pouvez aller sur notre page montrealinc.ca et dans l'onglet bourse, vous avez en fait accès aux différentes étapes et les différents éléments, les fichiers que vous pouvez remplir pour le soumettre la candidature. Et puis, vous avez aussi accès au compte, à l'intranet, donc ce qui vous permet de créer un compte en ligne pour soumettre les documents qu'on vient dont on a parlé il y a quelques minutes. Et puis, vous pouvez y revenir pour modifier votre candidature jusqu'à la date limite. Donc, pour cette cohorte, on parle du 12 mai
à 17 heures, qui est la date limite pour soumettre. Juste veuillez avoir tout en main quand vous allez ouvrir votre compte en ligne pour ne pas perdre du temps juste de revenir sur la page du site web. Donc, juste préparez-vous, préparez tous les documents qu'on a mentionnés et vous pouvez tout de suite aller en ligne pour ouvrir un compte et y revenir au fur et à mesure. Donc, et puis la dernière chose que je préciserai par rapport au compte en ligne, faites en sorte d'avoir tous les éléments en main avant de soumettre et d'envoyer votre candidature, parce qu'une fois que c'est envoyé, vous ne pouvez plus revenir en arrière pour changer les éléments dans votre compte. Puis donc, rapidement les étapes, le 12 mai, c'est la date où tout le monde aura signé sa demande, et puis il y aura 4 semaines pour nous de recevoir, donc de faire un premier tri, une première sélection, et après, il y aura une entrevue avec une diade d'évaluateurs. Ça, c'est des évaluateurs externes qui regardent vos projets, puis décident de vous rencontrer. C'est dans cette période-là, du 12 au 30 juin, que vous allez, pour les gens qui ont été présélectionnés pour les entrevues ou qui passeront donc les entrevues, et il y aura une période de 2 semaines après, recommandation au comité d'attribution de bourse. C'est une instance à la Fondation qui fait partie du conseil d'administration qui décide, qui attribue les bourses, donc qui fait l'approbation des bourses. Et l'annonce officielle se fera dans la période du 24 juillet. Voilà brièvement, donc, votre rôle aujourd'hui, c'est d'aller faire la demande. Et puis, la suite, donc, c'est une présélection suivie d'une entrevue et d'une approbation de bourse. Voilà, alors on va finaliser sous peu la présentation pour passer aux questions. Alors, pour vous donner, maximiser vos chances et vous aider à préparer votre candidature à la bourse, on vous propose deux séances, une séance d'information en français et en anglais. Vous avez les dates qui s'affichent sur la diapositive. Donc, c'est une séance d'information dans laquelle on va repasser à travers les éléments qu'on vient de mentionner aujourd'hui et vous aurez accès au coordonnateur sur place pour poser vos questions principalement par rapport à votre admissibilité à la Fondation. La deuxième séance qu'on vous offre, c'est une clinique conseil le 3 mai de 13h à 17h qui va porter sur les essentiels du plan d'affaires et les états financiers. Ici, on va vous offrir pendant 45 minutes à 1 heure maximum en plénière les éléments à intégrer dans le plan d'affaires et quelques conseils par rapport aux états financiers, suivi de rencontres individuelles maximum de 30 minutes avec un membre de la Fondation pour poser vos questions en lien avec votre plan d'affaires et vos états financiers. Donc, vous pouvez apporter avec vous votre plan d'affaires pendant cette séance-là. Donc, c'est vraiment du conseil pour améliorer votre candidature. Et comme je disais, c'est vraiment vous donner, maximiser vos chances puisqu'il y a en moyenne 20% des candidatures qui sont retenues environ à chaque cohorte. Donc, voilà, cela met fin à notre présentation. On vous laisse nos coordonnées pour nous joindre par la suite si jamais vous avez des questions. Myriane Barry, qui fait partie aussi de l'équipe de la Fondation en tant que coordonnatrice à l'entrepreneuriat, et Yvan Fournier, le directeur des opérations, qui font partie de l'équipe et qui pourront aussi répondre à vos questions s'il y a lieu. Donc voilà, j'espère que la présentation a été claire et qu'on a pu couvrir les différents éléments pour vous permettre de soumettre la candidature. Et puis, on vous invite tout de suite à passer à la période de questions. Stéphanie va nous aider à faciliter cette partie-là. Et puis, on va vous répondre au fur et à mesure. Parfait, merci beaucoup, Nawal et Denis. Quelle belle présentation, très claire. Cela dit, on a quand même quelques questions de participants. Moi, vous ne me voyez pas, mais je suis bien là, donc je suis en satellite. Alors, ici, on a une question d'une dame qui s'appelle Amelia et qui se demande comment on explique l'écart des bourses qu'on donne qui sont entre 5 000 et 30 000 $. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Qu'est-ce qui explique les écarts entre les bourses qu'on donne? J'imagine que dans le fond, Amelia demande comment est-ce qu'on évalue le montant de bourse qu'on donne. Tout à fait. Disons rapidement que la bourse est calculée
sur les coûts de démarrage. En fait, c'est ça, les besoins de financement. Tout à l'heure, Noël a présenté les besoins de financement. Donc, une fois que vous présentez les besoins de financement, c'est le point de départ pour la Fondation d'analyser, d'accorder la bourse. Le principe, c'est de 25% des coûts de démarrage. Donc, c'est là le point de départ qu'il faut dire. Les écarts, c'est souvent dû au fait que c'est parce que le budget de la Fondation n'étant pas illimité et qu'il y a plein de projets qui sont valables, à ce moment-là, on est obligé des fois à faire un arbitrage et puis de donner des bourses qui peuvent être différents. Mais le principe de base, c'est le coût de démarrage, puis le principe qu'on applique, c'est 25% sur les coûts de démarrage. Dans la même ligne de pensée, on a une question qu'on vient juste de recevoir, mais c'est sur le thème justement. Donc, David demande, est-ce que les salaires des entrepreneurs doivent être inclus dans les coûts de démarrage? Je pense c'est important qu'on puisse les voir, dans les états financiers prévisionnels, effectivement, comme coût. Dans le coût de démarrage, il y a des salaires, effectivement, que la bourse peut couvrir. Par la suite, c'est du cas par cas qu'on peut regarder. Mais effectivement, les salaires peuvent faire partie des coûts, des besoins financiers. D'accord, parfait, merci. Ensuite, on a une question de Vincent qui se demande au sujet des services. Je pense qu'on va peut-être avoir besoin de précision au niveau de la question, mais vous me direz ce que vous en comprenez. Si ce sont des services à la carte, est-ce que vous formez les gens pour qu'ils puissent s'aider une fois que l'utilisation du service a été faite? Donc, j'imagine qu'on demande, une fois que la théorie a été partagée, est-ce qu'il y a un suivi au niveau, dans le fond, des apprentissages qui ont été faits par l'entrepreneur? Vincent, si vous voulez préciser votre question, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tu peux juste nous la répéter, Stéphanie. Ouais. Ouais. Donc, Vincent, si vous voulez préciser votre question, on va passer à une autre pour l'instant. Puis peut-être on peut juste la reprendre, puis on pourra... Oui, tout à fait. Si tu peux juste nous la reposer. Mais pour parler, dans le fond, les services, ce sont des services à la carte qu'une fois qu'un entrepreneur devient lauréat ou promoteur, a accès selon ses besoins lorsqu'il demande à son coordonnateur. Et puis, selon le service qui est utilisé, il y a plusieurs rencontres, peut-être avec un coach. Si c'est un atelier à lequel le participant, l'entrepreneur participe, eh bien, c'est un atelier qui a lieu sur une journée, après ça, c'est fini. Mais ce n'est pas un programme. Les services sont à la carte. Donc, il n'y a pas vraiment un encadrement. Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, c'est à la carte dans la mesure où il n'y a pas d'obligation à suivre un programme bien précis. Par contre, l'idée, c'est que l'entrepreneur a toujours un contact avec son coordonnateur en entrepreneuriat qui crée le lien, en fait, entre les besoins de l'entrepreneur et aussi notre réseau de coachs et de mentors. Donc, il y a un suivi absolument des différents services reçus et selon les besoins des entrepreneurs. Donc, le point reste toujours, de référence reste le coordonnateur qui fait un suivi auprès de l'entrepreneur, que ce soit pour des services déjà reçus ou pour une nouvelle offre qu'on va mettre, par exemple, dans notre catalogue. On va les contacter pour voir s'il y a un besoin de leur part pour ce service-là, par exemple. Parfait. On a Vincent aussi qui demande, exigez-vous d'être incorporé ou être une société en nom collectif? Ça, au moment de la demande, ce n'est pas une obligation, mais on s'attend qu'au fur et à mesure que vous avancez avec nous dans le processus, surtout si vous avez la bourse, que vous soyez incorporé ou immatriculé, de toute façon que vous ayez un statut juridique au moment où vous obtenez la bourse. Donc, bref, vous n'avez pas besoin d'être incorporé aujourd'hui ou au moment de la demande, mais dans le futur, on s'attend à ce que... Pour recevoir le versement complet. Absolument. Parfait. Et si les deux fondateurs ne sont pas temps plein? Sur notre site Internet, on explique qu'un des critères, c'est que pour recevoir la bourse, les entrepreneurs doivent être à temps plein dans leur entreprise. Au niveau de quel moment on veut qu'ils soient absolument temps plein, comment on expliquerait ça? Est-ce que c'est les deux entrepreneurs? Est-ce que c'est un? C'est du cas par cas? Non, je dirais qu'il faut qu'un entrepreneur qui soit à temps plein dans l'entreprise. On s'entend que parfois le deuxième entrepreneur est en train de travailler pour gagner un peu de sous pour soutenir l'entreprise. Ça peut arriver, ou soutenir sa famille, ça peut arriver aussi. Mais il faut qu'au moment où nous,
vous nous demandez de prendre une décision pour une bourse qui est un engagement de la part de l'équipe entrepreneuriale sur le projet lui-même. Et cet engagement, ça peut se faire sous forme d'être à temps plein dans l'entreprise. Donc, on ne regarde pas qui va être là, le nom ou la personne. On se dit, c'est votre décision de décider qui va être à temps plein sur l'entreprise. Et ce n'est pas une condition qu'on demande à la soumission de la candidature, mais une fois que le projet est accepté, là, ça devient une condition pour obtenir la bourse. Absolument. Parfait. Ensuite, on a répondu un peu à cette question-là, mais je vais juste la mentionner. On a Vincent qui se demande si on a un Lean Business Plan qui tient sur une page. Est-ce que c'est accepté? On a parlé tantôt du plan d'affaires et tout ce qui doit être contenu dedans, donc je crois que la réponse serait non, fort probablement, à moins que vous écriviez très petit. En fait, le Lean ou le BMG qu'on voit aussi, le BMC, le Business Model Canvas, qui est de plus en plus utilisé par les entrepreneurs et dans le milieu. C'est super comme modèle dans la mesure où il nous aide vraiment à bien synthétiser, à être précis. On parlait tout à l'heure de précision, de cohérence. Donc, c'est un modèle qui nous aide à avoir cette information-là. Moi, je vous dirais, vous pouvez l'inclure dans l'annexe, mais on vous suggère fortement d'avoir un plan d'affaires qui est complet pour qu'on puisse avoir des détails sur le projet. Mais juste un résumé sur une page, ce n'est pas suffisant pour analyser le projet. Je pense qu'on peut dire l'insistance pour avoir un plan d'affaires. C'est sûr que le pitch qu'on présente à d'autres places ont un objectif précis qui est peut-être différent de ce que nous cherchons nous. Parce que quand on parle de bourse plus, c'est la bourse, mais aussi le suivi. Nous, on veut pouvoir utiliser le plan d'affaires, des stratégies développées dans le plan d'affaires pour aider dans le futur d'entreprise. Et c'est probablement la raison pour laquelle nous, on hésite pour avoir un plan d'affaires, des stratégies bien détaillées, des hypothèses bien aiguillées, et puis des stratégies qui sont bien précisées pour pouvoir, à l'avenir, si vous devenez boursier ou si vous devenez promoteur de la zone, qu'on puisse utiliser ce document pour pouvoir vous aider dans l'avenir. Parfait. Ensuite, on a Agnès qui demande si les coopératives de travail sont admissibles légalement et si oui, est-ce que ça peut favoriser l'acceptation en tant que lauréat si on est une entreprise d'économie sociale? En fait, dans l'économie sociale, on accepte les coopératives de travail. Donc, c'est la seule forme de coopérative qu'on accepte à la Fondation. Bon, donc c'est un positif pour Alors, Agnès. on veut juste préciser, il nous reste moins de 10 minutes. Ouais. Donc, c'est le temps peut-être de poser vos dernières questions. Et puis, sinon, de nous joindre directement si on n'a pas le temps de tout couvrir aujourd'hui. Ensuite, on a Émilie qui nous demande, puisque vous dites que vous n'acceptez pas les travailleurs autonomes, est-ce que 3 associés qui sont payés par leurs revenus d'une entreprise démarrée depuis 3 mois, qui facturent leurs propres entreprises avec un numéro de taxe personnelle, est-ce que dans ce cas-là, ils seraient admissibles? C'est une longue question, je ne l'ai peut-être pas résumée au meilleur de mes capacités, mais voulez-vous que je la relise? Je pense que la question, c'est vraiment par rapport à l'admissibilité en tant que travailleur autonome. Donc là, on parle de 3 cofondateurs dans une entreprise. Et plus tard, dans le fond, Émilie me dit que c'est une société en nom collectif qui possède un NEQ. D'accord. Donc là, on ne parle pas de travailleurs autonomes nécessairement. Donc, ils sont déjà 3 cofondateurs dans le même projet, si je comprends bien avec les informations qu'on a en ce moment. Puis c'est Émilie qui pose la question. Exactement. Donc, Émilie, vous pouvez nous contacter si jamais la réponse ne convient pas précisément à la question que vous venez de poser. Mais de ce que je comprends, si vous êtes déjà 3 et que vous êtes en nom collectif, donc là, non collectif, c'est juste le statut actuel de l'entreprise. Donc, vous êtes déjà 3 à temps plein dans le projet. Puis, ça dépend après de vos projets. Est-ce que vous avez comme vision de créer de l'emploi par la suite? Quel est le projet? Donc, il manque un peu d'informations pour répondre clairement à cette question-là. Donc, Émilie, moi, je vous suggère de nous contacter directement. Parfait. Ensuite, on va passer à Amélia qui demande, est-ce que la bourse est versée de manière intégrale ou de façon partielle? La bourse est versée en deux versements, si je peux m'exprimer ainsi, de 50% chaque.
Et puis, séparé par une période, mais 50%, la première tranche de 50%, vous pouvez l'avoir aussi rapidement que vous pouvez prouver qu'il y a un certain nombre de conditions, dont le financement, et puis un plan d'action. Donc, les gens peuvent l'avoir aussi rapidement, une semaine après l'avoir obtenu, pour autant qu'ils ont ces conditions-là. Et puis après, il va s'écouler une certaine période avant qu'on puisse, qui ne dépasse pas 3 mois, et puis avant de pouvoir baisser de 50%. Donc, 2 tranches, à résumer. Parfait. En passant, Émilie dit merci pour la réponse, puis elle va contacter pour des petits détails. Super. Ensuite, on a Sophie qui pose une question à laquelle on a répondu un petit peu plus tôt, mais on va repréciser peut-être. Donc, quand elle demande, quand on est une entrepreneur de 35 ans, qui est la seule gouvernante dans son entreprise, elle demande, est-ce que vous exigez que l'entrepreneur soit disponible à temps plein? Comme on expliquait tout à l'heure, dans le fond, c'est que l'entrepreneur doit éventuellement être à temps plein dans son entreprise. Je ne sais pas si Denis, dans le fond, tu veux reprendre ce que tu disais tout à l'heure au niveau de à quel moment ils doivent être à temps plein et quand. J'ai dit qu'au moment où ils déposent le plan d'affaires ou dans la période d'analyse, ils ne doivent pas être à temps plein. Mais on s'attend que dans le futur proche, ils puissent être à temps plein. Puis ce n'est pas nous qui décidons quand il va être à temps plein, c'est à la personne, puis nous posons la question explicitement lors des entrevues, nous posons la question de savoir à quel moment la personne compte aller à temps plein. Puis c'est sûr que la décision, finalement, tient compte de sa réponse. D'accord, parfait. Et encore là, si elle a d'autres questions, elle pourra nous rejoindre directement. Oui, certainement. Peut-être que je vais remettre, dans le fond, la page des coordonnées. Vous pouvez leur écrire des courriels ou, dans le fond, leur téléphoner. Les coordonnées également sont sur notre site Internet si jamais vous les cherchez. Juste pour mentionner que la présentation PowerPoint va être envoyée à la suite au webinaire. Donc, vous aurez accès à toutes ces coordonnées-là. Je ne vois plus vraiment des questions auxquelles on n'a pas répondu. Je ne sais pas si on peut voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions pendant les derniers 2 minutes qui restent ou si vous voulez, dans le fond, ajouter autre chose au niveau des questions. Alors, je pourrais juste peut-être rajouter que par rapport la séance d'information et puis la clinique conseil, il reste quelques places, donc pour ceux qui aimeraient se joindre à nous. Alors, soit pour la version française le 26 avril ou anglophone le 28, et puis le 3 mai pour la clinique conseil. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en fait rapidement pour garantir votre place, surtout pour la clinique conseil où là, vous allez pouvoir quand même avoir la chance de rencontrer quelqu'un de la fondation, vous asseoir à 30 minutes pour valider votre plan d'affaires. Donc, pour cette partie-là, on a que quelques places qu'on réserve, parce qu'on ne pourra pas prendre 50 personnes. Donc, c'est vraiment un petit groupe. Et puis, les premiers inscrits vont avoir la chance de venir à cette rencontre-là. Il reste la moitié des places en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé, je vous suggère de cliquer sur les liens là et d'aller, dans le fond, vous inscrire. Sur notre site Internet, vous allez trouver toutes les informations que Nawal et Denis ont mentionnées aujourd'hui. Le processus pour soumettre sa candidature, les critères, dans le fond, tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez les courriels de Nawal et Denis. Donc, j'espère que vous avez passé un très beau webinaire. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Et puis, on espère recevoir votre candidature sous peu dans notre